Bonjour, M. Godin. Bienvenue dans les locaux de CJSR. Merci, M. Tremblay. C'est un plaisir d'être là. J'ai vu que sur les poteaux, il y a beaucoup de vos pancartes qui sont apparues. J'imagine que vous n'avez pas été surpris par le déclenchement des élections, vous. Là. Non, on avait des indications et j'ai le privilège, je le dis sincèrement que c'est un privilège, d'avoir une équipe extraordinaire parce que les affiches ne s'installent pas tout seuls. Et une grosse opération affichage qui s'est fait samedi soir dans la nuit et dimanche. Alors, oui, effectivement, nos affiches sont sur le terrain. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de 4 par 8. Et j'explique pourquoi. Parce que, premièrement, le sol est gelé. C'est une première. C'est une réalité de la nature. Et également, j'ai choisi de ne pas installer de 4 par 8 au nom de l'environnement. Pour diminuer la pollution urbaine avec des affiches 4 par 8. Alors, les gens n'auront pas de 4 par 8. Mais je vais utiliser un méga panneau électronique qui est déjà sur place sur l'autoroute 40. Alors, vous verrez apparaître cette affiche-là très bientôt, d'ici la fin de la campagne. Ah, les automobilistes vont tous vous voir en passant sur la 40, en gros. Absolument. Mais je ne pourrais pas leur envoyer la main, par exemple. Non, quand même, ça ne sera pas interactif. Non, pas du tout. On n'est pas rendu là encore. Un jour, peut-être. Puis quels sont, de votre côté, vos chevaux de bataille là, pour cette campagne-là? Bon, en fait, premièrement, ce qui est important de dire, c'est que il y a un gouvernement qui est en place depuis plus de 9 ans. On a besoin de changement. La société évolue et malheureusement, ce que le gouvernement actuel nous laisse, c'est, j'oserais dire catastrophique, mais je ne veux pas faire peur aux gens parce qu'on sait ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Alors, ne jouons pas dans le régime de terreur, là. Mais je pense que les Canadiens et Canadiennes ont besoin d'avoir du changement. Et M. Poilievre est l'homme de la situation. Et on va tout simplement, très simplement, faire en sorte que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Je pense que ça, c'est une priorité dans le contexte économique. Avant qu'on ait notre nouveau président au pays, dans le pays voisin, on avait déjà commencé à avoir des problèmes de consommation au niveau du coût de la vie. Alors, je pense que ça, c'est un premier pas. Et M. Poilievre a annoncé qu'il baisserait les impôts de 15 %. Et ça, c'est important de dire que ça représente pour un revenu familial une baisse de 1 400 $ que les gens vont pouvoir avoir dans leur poche. Maintenant, ce que les gens disent, parce que de l'autre côté, vous savez qu'on est en campagne électorale, alors il y a comme une escalade de promesses et d'engagements. La différence, c'est que M. Poilievre a indiqué à quel endroit il le prendrait au niveau du budget du gouvernement fédéral lorsqu'on constate qu'il y a 20 milliards de dollars annuellement qui est investi chez les consultants. Et en plus, ce gouvernement des 10 dernières années a mis 100 000 nouveaux fonctionnaires. Permettez-moi de vous poser la question, M. Tremblay. Est-ce qu'on a amélioré le service à la clientèle au niveau des services et des ministères fédéraux? Poser la question, c'est d'y répondre. Moi, je vais répondre pour vous. Je ne veux pas vous mettre dans une situation... J'allais répondre. Je ne suis pas placé pour répondre. La réponse, c'est non. Alors, nous, on a été capable d'identifier que la mesure qu'on a annoncée cette semaine, que mon chef a annoncée cette semaine de 16 milliards, ça représente 16 milliards de dollars. Et il y a 20 milliards de dollars qui traînent au niveau des consultants. Alors, ce 20 milliards-là, une grande partie sera utilisée pour la baisse d'impôts. Également, il faut donner à nos jeunes le rêve de pouvoir avoir accès à la propriété, avec des logements abordables, mais avec l'accès à la propriété, d'acquérir la première maison. Notre chef a mis en place un engagement puis il l'avait dit avant, mais on le redit, ça a été confirmé cette semaine en campagne électorale de façon officielle. Notre chef, notre gouvernement conservateur, va faire en sorte que les gens qui vont acheter une première maison vont avoir un rabais de taxes de TPS. Ça peut représenter jusqu'à 65 000 $. Ce 65 000 $ est intéressant pour nos jeunes, pour avoir accès, pour pouvoir rêver d'un meilleur Canada. Et également, on fait une pierre deux coups. C'est qu'on permet aux entrepreneurs et aux travailleurs en construction d'avoir un achalandage dans un contexte où on se doit de créer de l'économie aussi au pays. OK. Ce que vous disiez de catastrophique, c'était donc la situation économique du pays. Celle des petits épargnants, si je peux dire, comme nous, comme tout le monde.
Et puis aussi, j'imagine, la situation économique du pays lui-même, du Canada, si je peux dire. Moi, je vous dirais, M. Aubert, oui, vous avez raison. M. Tremblay, M. Aubert, Ben oui, excusez ce lapsus. On en fait tous des lapsus. Oui. Lorsque c'est répétitif, on peut se poser des questions, oui, mais on a le droit à une erreur. Alors, M. Tremblay, effectivement, là, j'ai perdu le... J'ai dit, quand vous avez parlé de oui, au niveau de l'économie, ou de la catastrophe, oui. Oui, c'est ça. En fait, le problème, M. Tremblay, c'est qu'au niveau de la catastrophe économique, c'est qu'on était dans une situation de prospérité après la COVID. Disons qu'avant la COVID, nous, quand on était au pouvoir, le gouvernement conservateur a laissé un surplus. Lorsque M. Trudeau est arrivé il y a 9 ans, il a dilapidé les deniers publics, il a endetté le Canada comme jamais. Il a mis une dette, il a doublé la dette en un seul mandat par un seul premier ministre versus l'ensemble de tous les premiers ministres qui sont passés depuis la création des déficits par son père, M. Pierre-Éliott Trudeau, dans les années 70. Alors, c'est assez particulier. Il a doublé la dette de notre pays en 9 ans. On va me dire, la COVID, OK, on peut prendre une partie de ça, mais pas doubler. Là, on est à 1400 milliards de déficit au Canada. On s'en sortira jamais. Mais dans un contexte que l'on vit présentement, avec l'économie mondiale, avec l'économie et la relation d'affaires que l'on a avec nos voisins du Sud, on a moins de levier, on a moins de capacité. Et il va falloir aider nos entreprises, il va falloir aider nos citoyens, parce qu'il y aura un passage difficile. Et vous pensez que la baisse d'impôts va pouvoir être compensée simplement en diminuant le recours aux sous-contractants? Aux consultants. Le 20 milliards de dollars que ça coûte à chaque année au gouvernement fédéral, nous, on prend un 16 milliards pour permettre de diminuer les impôts. OK. Alors, au moins, nous, on est capable d'identifier. Si on regarde ce qui se fait de l'autre côté, là, on a le mirage Carney. Soyons bien honnêtes, le mirage Carney, selon nous, c'est un personnage qui est arrivé de nulle part, qui a été élu premier ministre par les membres du Parti libéral du Canada et qui est maintenant dans le siège de premier ministre. Et considérant le fait qu'il a été un fonctionnaire toute sa vie et qu'il a travaillé à la Banque du Canada, c'est le sauveur. Mais on lisait tout simplement hier que ce premier ministre a encouragé des gens d'affaires à faire des placements dans des paradis fiscaux. C'est un aristocrate qui, je vais me permettre de le dire, est semblable à notre président des États-Unis, dans le sens où est-ce qu'il est dans un autre monde. Et on s'accroche à ça pour pouvoir sauver notre pays. Moi, j'ai peur que ce premier ministre-là soit réélu le 28, soit élu, parce que soit élu démocratiquement le 28 avril, parce que là, ça va être inquiétant, parce qu'il ne veut même pas dévoiler ses propriétés, ce qu'il possède. Il dit qu'il respecte la loi, effectivement. Il a mis en fiducie sans droit de regard ses avoirs, ce qui est correct, ce que tous les autres chefs ont fait. Maintenant, il faut qu'on sache. Il n'y aura pas de droit de regard, mais lui, c'est, exemple, s'il est actionnaire de Air Canada, il peut ne pas avoir de droit de regard dans sa fiducie. Sauf que s'il y a des décisions à prendre, il peut favoriser Air Canada, qui, lorsqu'il sortira comme premier ministre, il va avoir des gains personnels. C'est très inquiétant. Et je vais dire ce que mon chef a dit. Un libéral reste un libéral. Et il a toujours été très impliqué dans les décisions économiques de Justin Trudeau quand il était premier ministre, parce que c'était son conseiller principal au niveau de l'économie. Il a gagné sa vie en promettant d'imposer l'émission des gaz à effet de serre sur l'environnement. Et la chose qu'il a fait, avant le déclenchement d'élections, il a dit qu'il retirait la taxe sur le carbone, ce que l'on dit depuis 9 ans. Alors, la taxe sur le carbone, c'était bon il y a 2 mois. Moi, j'ai entendu Stephen Guilbeault pratiquement tous les jours à la Chambre des communes dire que c'est la solution miracle. Mais j'aimerais dire à M. Guilbeault et M. Carney que la taxe sur le carbone, ce n'est pas une solution pour le Canada. Nous, on est d'accord au Parti conservateur du Canada qu'on doit poser des gestes concrets sur l'environnement. Mais nous, on ne prend pas la même méthode. Le Canada est le 2e plus grand pays au monde après la Russie. Nous n'avons pas la même densité que l'Europe. Alors, ce n'est pas la même solution. Tu ne peux pas avoir une solution mur à mur.
Alors, au Canada, nous, notre position, investissons dans les technologies vertes. Oui, appliquons-la ici au Canada, ce qu'on a fait souvent depuis 20-25 ans dans la région de l'Alberta, parce qu'il y a des sables bitumineux, on a des réserves de pétrole qui sont très polluants. Il y a eu une amélioration, une diminution de la pollution depuis les 25 dernières années, et on doit continuer. Mais on a le savoir, on a les gens qui sont capables, les scientifiques qui sont capables de développer des technologies vertes pour faire en sorte qu'on puisse les développer, les appliquer, les utiliser ici, mais surtout, servons-nous de l'environnement pour faire du développement économique. Devenons la référence mondialement dans les technologies vertes. Et là, on aura un impact sur la diminution des gaz à effet de serre. Je reviendrai sur le fait que vous accusez, si je peux dire, monsieur le premier ministre non élu actuel, d'être aristocrate. C'est pas le cas de monsieur Poilievre? Non, pas du tout. Monsieur Poilievre vient d'une famille il a été donné en adoption à l'âge de 16 ans par 2 professeurs. Et monsieur Poilievre a fait de la politique toute sa vie. Mais il a été très impliqué, il a été très sensible, il est habitué de servir et il a une mentalité conservatrice. Ne pas dépenser d'argent qu'on n'a pas. Créons de la richesse et investissons dans les programmes sociaux. Ne faisons pas l'inverse. Et si on gérait notre portefeuille familial de la façon que les libéraux gèrent notre pays, gèrent les deniers publics, on sera en faillite très rapidement. Et vous parlez de technologie verte. À quoi vous pensez qui pourrait justement développer l'économie tout en protégeant l'environnement? Pour beaucoup, c'est un peu contradictoire, ça. Oui, effectivement, mais on se doit d'être innovant. On se doit de trouver des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies pour faire en sorte d'avoir moins d'émissions. Prenons l'exemple des véhicules électriques. La portion du transport au Canada représente 40% de la pollution. Alors, il y a une amélioration à faire. Il y a eu une amélioration par la technologie verte au niveau des véhicules électriques. Alors ça, c'est un exemple concret. Maintenant, au niveau de l'utilisation du charbon, M. Harper, qui était premier ministre du Canada à l'époque, c'est lui qui a fermé les dernières usines de charbon au Canada. Alors, c'est des gestes comme ça, c'est des technologies comme ça, mais il faut les remplacer. Il faut continuer à ce que les gens aient accès à l'énergie, à l'électricité. C'est vital. Alors, il faut travailler dans ce sens-là. Et il y a plein de possibilités pour diminuer l'impact des gaz à effet de serre. C'est dans le quotidien. Alors, soyons proactifs, soyons visionnaires et développons des technologies vertes. Et comment vous justifiez dans ce cas-là, par exemple, le projet de pipeline là, dont a beaucoup parlé M. Christian Hébert ici? Oui, effectivement. En fait, il faut comprendre que nous avons des ressources naturelles. Moi, je suis assez déçu de voir que le Canada, on est assis sur une richesse extraordinaire. Il y a le pétrole, mais il y a d'autres matériaux critiques. Métaux critiques. Métaux critiques, excusez-moi. Et il faut les exploiter. Il y a des pays qui rêvent de nos ressources naturelles et nous, on décide de ne pas les exploiter. Mais je veux rassurer la population canadienne et la population québécoise. Il existe présentement des milliers de kilomètres de pipelines à travers le Canada qui passe en dessous de nos rivières. Il passe à peu près autour de près de 1000 rivières au Québec qui sont traversées par des pipelines. Soyons honnêtes, le moyen de transport le plus sécuritaire, et allez voir les gens de Lac-Mégantic, ils vont être d'accord avec ce que je vais vous dire. Le plus sécuritaire moyen de transporter, c'est les pipelines. C'est pas par transport routier, c'est pas par bateau, c'est pas par train. Alors, c'est un moyen de transport efficace, sécuritaire. Maintenant, on se doit de continuer à s'approvisionner, pour l'instant, en pétrole. Alors, est-ce qu'on est mieux d'exploiter et d'exporter notre pétrole? Moi, je pense que oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on devient plus autonome, parce que là, présentement, là, le Québec achète, je pense, autour de 20 000 gallons de pétrole par jour de l'Alberta, qui passent par les États-Unis et qui reviennent au Québec. Si le président des États-Unis décide de fermer le robinet, qu'est-ce qu'on fait? On est en otage. Il faut se méfier. On connaît le tempérament imprévisible. Alors, il faut être autonome avec les États-Unis, mais il faut aussi voir le potentiel que nous avons au niveau de l'Europe. Parce que présentement, avec ce qui se passe avec la guerre avec l'Ukraine et la Russie,
si on avait eu une vision et on avait construit à l'époque un pipeline, on aurait permis aux Européens d'être beaucoup plus indépendants de la Russie et on n'aurait pas enrichi, on n'enrichirait pas les Russes avec de l'énergie parce que les Européens ont un besoin d'énergie. Comme je le disais, c'est vital. Alors, c'est gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas un projet qui va prendre quand même 8 ans, et dans 8 ans, on ne sait pas comment... Il faut avoir une vision, M. Tremblay. Si on avait fait ça il y a 10 ans, on aurait eu la solution. Et ce qui se passe aujourd'hui peut se produire n'importe quand dans le temps sur le globe. Alors, il faut être visionnaire. Il faut être visionnaire, et je pense que c'est une des solutions pour permettre, encore une fois, de l'autonomie. On parle d'économie. Il faut se réinventer. Au lieu d'avoir un corridor nord-sud au niveau de l'économie, on se doit de travailler pour développer et enlever les barrières tarifaires entre les provinces canadiennes. Ça, c'est un autre exemple. Comme je vous dis, il faut toujours se réinventer. Ça, c'est entre autres une vision de notre chef Pierre Poilievre, de faire en sorte que l'on puisse développer de l'économie est-ouest plutôt que nord-sud. Maintenant, on va toujours continuer à travailler avec les Américains. Maintenant, les Américains, la population américaine, probablement, à un moment donné, vont réagir parce qu'eux aussi, ça va leur coûter cher. Vous savez, M. Tremblay, malheureusement, dans une guerre, personne ne gagne. Alors, il faut être stratégique, il faut se faire respecter, et notre chef veut se tenir debout tout en étant stratégique. Maintenant, probablement, le problème que l'on va constater lorsqu'on va ouvrir les livres, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres. On a beaucoup moins de leviers. Il faut créer de la richesse. Il faut augmenter notre efficacité. Et je pense que développer une autonomie au niveau de l'économie, au niveau Est-Ouest au Canada, et de développer de nouveaux marchés. Vous savez, M. Tremblay, le gouvernement conservateur, c'est le gouvernement qui a mis en place des ententes commerciales avec différents pays. C'était sous le règne de Stephen Harper. Stephen Harper a développé des accords commerciaux avec l'Europe, avec l'Asie, avec le Pacifique. Et il faut regarder aussi que c'est Brian Mulroney qui a mis en place l'ALENA à l'époque. Malheureusement, de l'autre côté, on ne respecte pas nécessairement leur signature, mais ça leur appartient. Puis les Américains travaillent pour les Américains, le Canada doit travailler pour le Canada. Et je pense que le meilleur pour faire en sorte que le Canada redevienne fier et prospère, c'est Pierre Poilievre. Et comment il veut réagir, par exemple, à l'imposition de tarifs de M. Trump là, à la frontière? Alors, oui. Alors, là-dessus, M. Poilievre a été très clair. C'est inacceptable ce qui se passe. Il a un peu la même position que M. Carney, mais je veux vous dire que c'est M. Poilievre qui a sorti son plan de match bien avant M. Carney. Et on voit comment les libéraux sont très créatifs. M. Carney, il aurait fait peut-être un bon ministre des Finances au Parti conservateur du Canada parce qu'il s'inspire de nos engagements pour faire ses engagements. C'est de l'improvisation. Alors, moi, ce que je vous réponds au niveau de la question que vous m'avez posée concernant la réponse aux tarifs. La réponse aux tarifs de notre chef, être ferme, développer d'autres marchés et faire en sorte de taxer des produits qu'on n'a pas nécessairement besoin ou que l'on produit ici au Canada et de trouver des produits que l'on peut s'approvisionner ailleurs. Et il va falloir jouer et réagir de façon continue jusqu'à temps qu'il y ait un essoufflement de la part du président américain. Maintenant, je vous le dis, ça va faire mal. Ça va être difficile. Il faut serrer les coudes, il faut travailler fort. M. Poilievre s'est engagé à utiliser l'argent des tarifs qu'il va mettre en place pour aider les entreprises et donner l'aide aux citoyens. Dans le temps de la COVID, ce qui a été fait les 6 premiers mois pour aider les citoyens et les entreprises, c'était parfait. Parfait. C'était nécessaire. Je ne dirais pas parfait, mais c'était nécessaire de la part du gouvernement à cette époque-là. Maintenant, après 6 mois, il faut fermer le robinet. C'est ça le problème. Quand on envoie 500 $ aux aînés de 75 ans et plus, alors on crée 2 classes. On a des aînés de 75 ans et plus qui, eux, sont favorisés. Mais l'autre classe de 65 à 74, les libéraux ont dit « Ah, eux, c'est pas des aînés, ils n'auront pas le droit à l'argent. » Permettez-moi l'expression anglaise, ils ont spreadé à la grandeur du Canada un chèque de 500 $. Moi, je suis allé rencontrer des gens dans des résidences pour personnes aînées qui me disaient « M. Godin, on n'a pas besoin de cet argent-là.
moi, je leur disais, prenez cet argent-là, donnez-les en aide aux organismes communautaires pour aider le pauvre monde. Mais c'est de l'argent garoché. Alors, fermons le robinet. Ils ont perdu le contrôle au niveau de l'Agence de revenus du Canada pour faire la récupération de ceux qui ont profité de l'abondance du gouvernement libéral. Je reviendrai aux tarifs. Donc, Oui. donc, votre parti propose d'imposer d'autres tarifs en contrepartie. Oui, OK. absolument. Mais ça peut faire mal aux entreprises exportatrices, justement. Et c'est pour ça que M. Poilievre a dit, nous allons soutenir les entreprises qui vont écoper. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir se réajuster et prendre, parce que les tarifs génèrent des revenus. Il ne faut pas que ça devienne une taxe qui va aller dans les coffres pour compenser les déficits que les libéraux ont créés. Ce ne serait pas bien pour l'économie. Effectivement, il faut prendre cet argent-là, qui est de la nouvelle argent, qui va servir à aider nos entreprises et nos travailleurs. Parce qu'il y a les entreprises qui vont écoper, mais il y a les travailleurs qui vont être sans emploi. Alors, il faut aider ces deux groupes-là. Et ça, notre chef a pris l'engagement d'aider ces gens-là. Il y a un passage difficile. Moi, je veux donner espoir à la population de Portneuf-Jacques-Cartier que, oui, il y aura un passage difficile, mais on vient de passer à travers la COVID. Je ne suis pas sûr que ça va faire aussi mal que la COVID. Je vais le dire comme ça. Maintenant, il faut croire en l'avenir. Et moi, je suis convaincu que la meilleure personne, c'est M. Poilievre. Maintenant, justement, vous, en tant que représentant de Portneuf-Jacques-Cartier, comment vous voyez votre travail, comment vous voyez votre influence au niveau gouvernemental à Ottawa? Comment vous pouvez aider les gens de votre comté, quoi? En fait, je pense que, c'est d'être à la table des décisions. On comprend que le Bloc québécois ne sera jamais à la table des décisions. Nous, les possibilités sont très grandes qu'on soit à la table des décisions. Alors ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, depuis 2015 que je suis à Ottawa, alors je connais un peu les us et coutumes et les opérations dans le processus pour faire les représentations. Maintenant, moi, je serai le porteur, comme je l'ai toujours fait depuis 2015. J'ai quand même réussi, dans mes 3 derniers mandats, à investir ici dans la circonscription par des programmes. Parce que vous savez, oui, on était dans l'opposition, mais il y a des relations qui se créent avec des ministères, avec des individus. Et on passe 45 minutes à chicaner par jour à la Chambre des communes. Mais c'est pas vrai qu'on travaille seulement 45 minutes par jour. On travaille dans des comités ensemble. On a des opérations de travail, de rencontres bilatérales entre l'opposition et le gouvernement. On fait avancer les dossiers. On fait les représentations. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont profité du service qu'on a donné pour aider ces gens-là, pour faire en sorte que des erreurs aient été faites et ont été corrigées de par nos représentations. Et il y a eu des investissements dans le programme Nouveaux Horizons, dans l'emploi d'été, dans différents investissements dans les infrastructures. Mais c'est sûr que si on est au pouvoir, c'est plus accessible. Ça, faut le reconnaître. Combien de jours par semaine vous passez dans votre comté ou par mois? Est-ce que vous avez... En fait, oui, je vais vous le dire. Vous devriez poser la question à ma conjointe. Vous n'êtes pas souvent ici. Non, mais c'est un choix, puis je me plains pas. Tout le monde est bien occupé dans la vie. Alors, moi, je passe 26 semaines par année à Ottawa. Okay. Et évidemment que les fins de semaine, je redescends le vendredi soir et je remonte le dimanche en fin de journée à Ottawa pour, évidemment, faire mon travail dans le comté et rencontrer les différents organismes. Vous savez, les organismes, il ne faut pas sous-estimer ces gens-là. Nous avons un privilège dans Portneuf-Jacques-Cartier d'avoir des organismes dévoués. Mais les organismes sont vulnérables. Oh oui. Au niveau de l'aide financière, mais aussi au niveau de l'implication des bénévoles. Il faut renouveler, il faut valoriser, il faut inciter nos jeunes à s'impliquer au niveau du bénévolat pour que notre communauté soit encore plus agréable, plus attractive, plus positive. Maintenant, il y a ces organismes-là, mais il faut aussi reconnaître l'importance de nos aînés et de nos jeunes. Et hier, M. Poilievre, concernant les aînés, a annoncé un programme pour permettre aux aînés de 65 ans et plus, je fais référence aux deux classes que les libéraux ont fait. Nous, on dit qu'à partir de 65 ans, c'est des gens aînés, des gens d'expérience qui ont servi notre communauté et ont le droit à leur retraite. Alors, il ne faut pas que les aînés soient obligés de travailler. Mais s'ils le font par choix ou par obligation, on connaît que dans certaines situations, les aînés peuvent avoir besoin d'entrée d'argent. À ce moment-là, nous avons mis en place un programme qui va permettre aux aînés de ne pas être imposés
pour aller travailler de façon partielle dans les entreprises. Vous allez monter le seuil à le partir seuil jusqu'à 34 000 $. Ce qui veut dire que les aînés vont pouvoir travailler et gagner jusqu'à 34 000 $ sans impact sur l'imposition, sur leur déclaration d'impôt. Également, sans impact sur la sécurité du revenu, la sécurité de la vieillesse, que j'avais fait une démarche pour changer le nom, mais en tout cas, ça s'appelle comme ça pour l'instant. Oui, Après je ça, me souviens de ça, oui. Le supplément de revenu garanti ne sera pas influencé. Et en plus, on va permettre à nos aînés d'investir jusqu'à 73 ans dans leur RIR. Alors, présentement, c'est 71. Ils vont pouvoir investir jusqu'à 73 ans. C'est des mécanismes pour démontrer comment on respecte nos aînés. Et aussi, encore une fois, M. Poilievre a cette qualité-là de trouver des solutions gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nos aînés. Mais on a un problème majeur de main-d'œuvre. Et nos aînés sont peut-être une des solutions. On le voit déjà de toute Absolument. façon, les aînés. Les aînés, mais il faut comprendre que les aînés, plusieurs aînés m'ont dit, moi, Joël, moi, je ne veux pas aller travailler, je ne veux pas payer pour aller travailler. Et c'est légitime et ils ont entièrement raison. Alors ça, c'est important pour nous et notre chef a mis ça en place. Et ça permet à nos entreprises d'avoir de la main-d'œuvre. Et je suis obligé de dire que nos aînés, c'est des gens qui vont se présenter à l'heure, qui vont respecter leurs engagements et aussi vont partager leurs compétences avec notre jeune génération. Alors, c'est gagnant-gagnant. Vous ne faites pas de l'âgisme, vous, là. Non, pas du tout. Je les valorise. Mais aussi, je vous dirais qu'il y a un autre élément qui est bien important dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est de faire la représentation. Et j'étais content d'entendre mon chef hier, lorsqu'il était en rassemblement ici à Québec, lorsqu'il a parlé de l'immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires. De nombreuses entreprises de la circonscription ont des travailleurs étrangers temporaires. Je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Pendant la COVID, il y avait 30 de la masse d'employés, le pourcentage d'employés qui était permis pour des travailleurs étrangers temporaires. Ça a été diminué à 20 %. Et de façon sortie de nulle part, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, en janvier dernier, a décidé de baisser ça à 10 %. Et en plus, oblige le renouvellement des permis pour seulement qu'1 an. C'était 3 ans, et là, aujourd'hui, c'est 1 an. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'entreprises qui sont venues à mon bureau de comté, qui m'ont fait des représentations. Ils vont être obligés de fermer ou réduire les heures d'ouverture de leur entreprise. Par manque de main-d'œuvre. Par manque de main-d'œuvre. Alors, nous, ce que notre chef a annoncé hier, considérant que le Québec... vous savez qu'au Québec, c'est la seule province au Canada qui a un ministère de l'Immigration, considérant le fait que le Québec a une particularité qui est la langue française. Alors, le gouvernement du Québec réclame depuis plusieurs années d'avoir accès à un meilleur contrôle de l'immigration. Alors, notre chef s'est engagé à donner plus de pouvoir au Québec. Mais évidemment que, exemple, pour ce qui est des immigrants réfugiés, c'est des accords entre pays. Alors, on ne donnera pas la responsabilité au Québec. Mais les travailleurs temporaires, la gestion va être faite par le Québec. Et en plus, notre chef a dit hier qu'il allait adapter ses politiques pour répondre aux besoins des entreprises, des petites et moyennes entreprises du Québec. Parce que c'est unique au Canada, la situation des PME au niveau rural, au niveau banlieusard. Le problème d'immigration au niveau de la main-d'œuvre, ça a été une solution et on ne peut pas faire en sorte que les gens qui ne sont pas un fardeau fiscal pour notre société, qui sont logés, qui ont du revenu, soient expulsés de notre pays. Ce que notre chef a dit hier, les illégaux, on va leur dire bye-bye. Mais les gens qui participent à la création de la richesse ici au Canada, on va les conserver chez nous. Alors ça, là, c'est une mesure bien importante. Ça peut être passé sous silence hier, mais je peux vous dire que j'en étais très fier parce que j'ai travaillé beaucoup sur cette politique-là dans les dernières semaines pour convaincre notre parti à le mettre dans la plateforme électorale. Alors j'en suis très heureux
Et j'espère que nos entreprises vont l'accueillir de façon très positive, cette mesure-là. Les besoins particuliers au Québec, des entrepreneurs du Québec, c'est la langue, j'imagine. C'est plus facile de travailler avec un francophile, on va dire, quelqu'un qui... C'est ça que vous dites. Vous m'amenez sur un terrain intéressant, M. Tremblay. Oui. La langue. Oui. Vous savez que moi, j'ai eu la responsabilité depuis 2 ans de m'occuper, j'ai été critique, je suis membre du cabinet Fantôme et critique des langues officielles. Et c'est un dossier qui me tient à cœur. Et j'ai été impressionné de parcourir le Canada dans son entièreté pour découvrir les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Notre chef, hier, a pris un engagement de nommer un ministre des langues officielles, ce que M. Carney n'a pas fait. Également, et là, c'est un symbole, de nommer un gouverneur général qui parle les 2 langues officielles, français et anglais. Alors, c'est important parce que le gouvernement libéral, qui se dit défenseur du fait français, n'a pas fait bien son travail au niveau de la loi des langues officielles. Je peux vous le dire, je l'ai travaillé, je l'ai épluché ligne par ligne. Mais en plus, a nommé une gouverneure générale qui parle 2 langues, mais qui ne parle pas le français. OK, je pensais que c'était d'office nécessaire à la gouverneure. C'est ce qu'on pensait tous. Okay. Ça aurait été normal dans un pays bilingue français-anglais, parce que quand je dis bilingue, j'insiste toujours français-anglais, parce que peut-être que les libéraux ne comprennent pas ça, là, mais français-anglais. Et Madame Simon, j'ai rien contre la dame, la personne. C'est pas elle le problème. C'est le premier ministre qui l'a nommé. Alors, puis il faut comprendre que c'est une fonction de représentation d'un pays bilingue français-anglais. Quand il est venu à Québec, ils ont arrêté sa tournée parce qu'elle s'était fait poser des questions en français et elle n'avait pas été capable de répondre. Est-ce que c'est pour ça que M. Carney, qui, selon moi, ne respecte pas la langue française, a refusé le débat en français face à face avec TVA? Moi, je peux comprendre, dans les fins stratèges libéraux, de dire on va le cacher. Alors, quand je vous disais que c'est un mirage, Mark Carney, pour moi, c'est un mirage qui ne travaillera pas dans l'intérêt de la langue française. Je vous rappellerai qu'il a accepté quand même le débat en français, mais à Radio-Canada plutôt qu'à TVA, mais en tout cas... Bon, on a même offert à M. Carney de payer le 75 000 et la condition, c'était que Mme May du Parti vert, on a même offert qu'on allait payer les 2. Maintenant, on se calme. Bon, la question la plus délicate que je voulais vous poser. Oui. Vous vous êtes déjà prononcé comme étant de l'aile progressiste du Parti progressiste conservateur. Absolument. On n'a pas l'impression que votre chef actuel, c'est de cette aile-là. Comment vous vous sentez dans ce contexte-là? Moi, je me sens très bien avec Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur du Canada. Je suis effectivement, M. Tremblay, un progressiste conservateur. Vous savez que le Parti conservateur du Canada, c'est une coalition. Il y a différentes régions. Là. Oui. Il faut bien le reconnaître. L'Ouest a une vision, l'Est a une vision, le Québec a une vision, l'Ontario a une vision. C'est ça la différence entre un parti national puis un parti uniquement pour une province. Alors, pour la province, c'est facile. Puis quand on sait qu'on ne sera jamais au gouvernement. Maintenant, Pierre Poilievre est un rassembleur et il doit gérer différentes philosophies à l'intérieur de son parti. Alors moi, je suis très confortable. Et les gens qui disent « j'ai peur un peu de M. Poilievre », je dirais 2 choses. La première, il gagne à être connu. Et je peux vous dire que les gens qui étaient dans l'assistancière ont été bouche bée de façon positive de voir ce chef-là avec le charisme qu'il a et cette ouverture. Puis je vais utiliser je suis obligé d'utiliser son slogan. C'est un gars de gros bon sens, sincèrement. Maintenant, ceux qui ont peur de M. Poilievre, parce qu'on joue beaucoup sur la peur, ça a l'air être une émotion bien importante de nos jours, et je respecte ça. Moi, ce que je dis, c'est que si c'est le cas, je comprends. Mettez quelqu'un de progressiste conservateur qui va pouvoir acheminer le message des gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, c'est gagnant-gagnant. Les gens qui parlez de vous-même, là. Je parle de moi-même dans Portneuf-Jacques-Cartier. Alors, vous savez, je pense que c'est une belle opportunité et je pense que, sincèrement, les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier gagneraient à avoir, dans la continuité, un député conservateur ici dans la circonscription pour pouvoir porter leur message. Et je peux vous dire que j'ai une écoute que je n'ai jamais eue auprès des chefs du Parti conservateur du Canada. J'en ai eu 5 avant M. Poilievre. J'en ai eu 3 officiels, 2 par intérim. Alors, c'est pour ça que je peux vous dire que M. Poilievre,
m'a donné une responsabilité de ministre du cabinet fantôme des langues officielles, et c'est lui qui m'a donné plein pouvoir. Alors, je peux vous dire, M. Tremblay, que sincèrement, c'est... parce qu'on me dit des fois, « Ah, t'es un traître, t'as pas appuyé M. Poilievre. » Mais c'est ça, une course à la chefferie. Ça fait partie. Mme Freeland, qui a fait une course à la chefferie contre M. McCartney, est ministre dans son cabinet. Alors, c'est ça. Il faut que les gens comprennent que dans une course à la chefferie, c'est tout à fait normal. Alors, on fait une course, mais après ça, la beauté, si on veut, c'est on se rassemble. Et moi, j'ai dit, je vais réfléchir sur mon avenir politique si je n'ai pas mon chef qui gagne. Oui. Oui, absolument. Ce que tout le monde devrait faire, tous les députés devraient faire quand il y a un changement de garde. Et moi, j'ai eu une bonne discussion avec M. Poilievre et je peux vous dire que je suis fier de le représenter aujourd'hui. Eh bien, M. Godin, je vous remercie d'être venu dans nos studios et on verra la suite des événements. C'est un plaisir.